Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le problème de la respiration artificielle au cours de l'SDRA. C'est un problème d'actualité avec l'épidémie de Covid qui est en cours de prendre plusieurs vies même dans le monde entier. Donc on va essayer d'expliquer d'une manière simplifiée la ventilation artificielle et ses particularités au cours des SDRA. Et après on va passer à ses particularités avec le Covid, les SDRA au cours du Covid. Donc, alors, première chose qui est importante aussi, on va passer à la définition. C'est quoi les SDRA en fait? C'est une insuffisance respiratoire aiguë évoluant depuis moins d'une semaine. Voilà. Avec, à la radio, des opacités bilatérales sur l'imagerie thoracique. Donc, ce sont des opacités en verre dépoli bilatérales, multifocales, prédominance périphérique. Ce sont des images de pneumonie organisées. Donc, voilà, pour ce qui est particulier ici dans le Covid, c'est qu'on va voir, c'est vrai, des opacités en verre dépoli bilatérales, multifocales, prédominance périphérique, mais ce n'est pas vraiment des images de pneumonie organisées. Voilà. Troisième chose dans la définition de SDRA, c'est-à-dire qu'on a absence d'argument pour un œdème hydrostatique prédominant. C'est-à-dire, ce n'est pas les images de NOAP chez quelqu'un en insuffisance cardiaque. Bien qu'on peut les retrouver surajoutés. C'est-à-dire, le Covid présente dans 40% des cas à peu près un OAP cardiogénique, une insuffisance cardiaque, qui peut donner en plus de ces opacités en verre dépoli des images d'œdème hydrostatique. Alors, ce qui est vraiment constant, c'est que l'hypoxémie avec un rapport PaO2 sur FiO2 qui est inférieur à 300. Pour une pression expiratoire positive, PEP réglée à 5. Et ça, c'est important pour les définitions et pour suivre la gravité de nos malades. Donc, on distingue 3 stades de gravité définis en fonction de l'hypoxémie. Alors, stade de sévérité, donc c'est des critères de Berlin depuis 2012. SDRA mineur avec une pression artérielle en oxygène sur une FiO2 de 200 à 300. Modéré, c'est P sur F de 100 à 200 et sévère, P sur F inférieur à 100. Donc surtout on insiste dans le cadre de l'SDRA en général et particularité au niveau du Covid parce que ça s'aggrave rapidement. Il ne faut pas intuber les malades au dernier moment. Il faut prendre le temps ou dire voilà, ce malade ne va pas tolérer cette hypoxie, on va intuber. Il ne faut pas retarder l'intubation, c'est très important. Donc, alors, l'SDRA, finalement, c'est un défaut d'oxygénation. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une mauvaise élimination de CO2. La pompe ventilatoire ne marche pas très bien, en fait. Donc, il y a une réduction des volumes pulmonaires et de la compliance. Donc, c'est un poumon qui est abîmé, qui est comme ce qu'on appelle un bébé lingue. C'est un poumon vraiment qui est loin d'être compliant. Donc, comment traiter les SDRA en général? On ne parle pas du Covid. C'est le traitement initial, il passe par le traitement de la cause. Et malheureusement, dans le Covid, à ce moment, surtout dans les états compliqués, donc on n'a pas de traitement de la cause. Même l'hydroxychloroquine dont on parle, elle n'est pas efficace à une gravité extrême. Donc c'est le traitement de la cause, mais surtout, c'est notre boulot en réanimation, une fois le malade intubé, il faut éviter d'entretenir les SDRA par une ventilation agressive inadaptée. Donc finalement, il faut éviter ce qu'on appelle le volotraumatisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas ventiler un patient pour l'aggraver. Comment faire ça? C'est ce qu'on va voir. C'est le but du topo. Alors, c'est quoi la VILI? C'est ventilateur, lung, injury. Lung, c'est les poumons, c'est induire, injury, c'est des lésions. Donc, 3 principaux mécanismes avec la ventilation, on va abîmer. Au lieu de guérir, on va abîmer. Par quoi? Par un volotraumatisme. Le volotraumatisme, c'est-à-dire
si on injecte dans le poumon de malade, à partir du ventilateur, plus qu'il ne faut comme volume courant, plus qu'il ne faut comme volume, on va entraîner des lésions alvéolaires. Donc on va aggraver, on a des alvéoles abîmées par le Covid, le reste des alvéoles, ils sont sains. Si on va leur donner des volumes inadaptés, on va les déchirer. C'est ce qu'on appelle volutraumatisme. Deuxièmement, c'est l'atelectatraumatisme avec une ventilation inadaptée, particulièrement si on ne met pas la pipe qu'il faut, on va entraîner un collapsus des alvéoles. Collapsus des alvéoles, ce qui entraîne une atelectasie des alvéoles, et on va avoir un problème de recrutement. Au lieu d'utiliser 3000 alvéoles par exemple, on va utiliser que 1500 parce que les autres, ils ne sont pas abîmés par le Covid, mais ils sont collabés, et donc ça a entraîné une atelectasie si on ne fait pas attention comment ventiler les patients. Troisième chose, c'est le pilotraumatisme. Si on va injecter, déchirer les alvéoles, il y a des médiateurs de l'inflammation qui vont être sécrétés, et par la suite, cet orage inflammatoire dont on parle beaucoup actuellement avec le Covid, il va s'aggraver. Voilà, donc par la suite, il faut éviter tout ça, c'est le but de la ventilation artificielle, de tout SDRA et du Covid bien sûr. Donc, les objectifs, c'est quoi? C'est que ne pas aggraver les lésions pulmonaires. Il est entré par des lésions en verre dipoli, on ne va pas lui ajouter des lésions. Voilà, avec la ventilation artificielle. Ce n'est pas une machine qui va pomper de l'air et c'est tout. Le but, c'est de ne pas avoir des millions de respirateurs. Les malades qu'on doit traiter, on doit les traiter correctement. On va éviter donc les barotraumatismes. Si on injecte beaucoup d'air, on peut entraîner des pneumothorax, on peut éclater des alvéoles. On va corriger suffisamment les échanges gazeux. C'est très important pour dire suffisamment. On ne cherche pas le parfait, on cherche juste le nécessaire. Et je vais vous montrer ça. Il faut éviter les effets hémodynamiques délétères. Et la fameuse pipe, on ne doit pas mettre une pipe à n'importe quelle valeur. Il faut vraiment voir, mesurer les répercussions hémodynamiques plus qu'une pipe élevée, et particulièrement au niveau du Covid, où on a décrit beaucoup d'altérations hémodynamiques avec une PEP élevée et d'insuffisance rénale. Donc il faut faire attention à ça. On ne va pas monter la PEP à n'importe quelle valeur. Après, tout ça c'est dans le but que le virus fait son cycle dans le poumon, une fois le malade intubé, et on veut retourner le plus rapidement possible à la ventilation spontanée et par suite l'extubation. Et ça, c'est possible. C'est possible dans plusieurs réanimations qui ont optimisé leur ventilation artificielle et leur état hémodynamique. Ça, c'est parfaitement possible. Les gens sont en train d'être extubés à moins de 10 jours, alors qu'on parle en général d'une ventilation artificielle au moyen de 14 à 20 jours. Donc, on va y aller pour une ventilation protectrice. Avant ça, très important, quelques rappels physiopathologiques. Alors, il faut savoir, dans la respiration artificielle, il y a deux éléments avec qui on va jouer, si on peut dire ça. C'est l'oxygénation et la ventilation. L'oxygénation, elle est mesurée par la saturation et la PaO2 sur les FiO2, par laquelle on a fait la définition des SDRA. Donc ils sont mesurés par ça et ils sont déterminés surtout par les FiO2 et la PEP. Donc si on veut améliorer la saturation ou la PaO2 sur les FiO2, il faut optimiser les FiO2 et la PEP. Deuxième volet de la respiration artificielle, c'est la ventilation. Elle est mesurée par quoi? Par la PCO2 et secondairement par l'HCO2 du capnon. Ils sont déterminés par quoi, la ventilation? Elle est déterminée par la ventilation unique, à savoir la fréquence respiratoire que multiplie le volume courant. Un autre rappel qui me paraît très important pour comprendre où on va travailler, c'est la relation pression-volume au niveau du poumon et au niveau des alvéoles. Voilà, ça
c'est une courbe d'inspiration et d'expiration, courbe pression-volume, en état physiologique, on inspire 500 ml et on revient à zéro. On remarque bien qu'au début, on voit bien ici, lors de l'inspiration normale, il faut beaucoup de pression pour mobiliser un petit volume. Voilà. Après, il y a une portion ascendante où il faut un tout petit peu de pression. Donc, qui dit pression, dit force, dit contrainte mécanique, pour mobiliser beaucoup de volume. Donc, finalement, on va chercher au cours de la respiration artificielle à être sur cette portion-là. Voilà, pour avoir le minimum de contrainte, le minimum de force et donc le minimum de lésion. Donc, pour cette courbe pression-volume, on vous a montré une courbe pression-volume dans un poumon sain en respiration spontanée physiologique. En fait, il y a plusieurs poumons, comme il y a plusieurs relations pression-volume, ça dépend du ballon ce qu'on a. Après, on va voir, ça dépend de l'alvéole ce qu'on a. Donc, voilà. Donc, on a des ballons où c'est, dès qu'on fait une petite force, on peut avoir un grand volume. C'est le ballon de l'Aïd. Voilà, donc, une boule d'Aïd. Donc, dès que tu vas faire choisir, ça va. Bon. Après, il y a un ballon de compliance moyenne. Il faut beaucoup plus de force, 2 fois et demi, pour avoir le même volume que le ballon de l'Aïd. Après, il y a un ballon, c'est ce qu'on appelle, on arrive au ballon de SDRA, beaucoup de force, jusqu'à 50, pour mobiliser le même volume. Voilà. Donc on a 3 niveaux à peu près. En fait, on a plusieurs niveaux, mais c'est 3 exemples. Ici, il faut 2 volumes, c'est-à-dire on mobilise avec la même pression 200 ml, 100 ml et 10 ml. Donc voilà, c'est ça la pression. C'est ça la différence entre un poumon sain et un poumon malade. L'un, il faut beaucoup de force, beaucoup de contraintes pour mobiliser, et l'autre, peu de contraintes, peu de force. On y va. Donc, pour la boucle pression-volume en respiration artificielle, donc là, on a une boucle normale. Là, on est en respiration artificielle. Donc, on inspire. Donc, il faut une force pour arriver à la pente. Voilà. Et après, on expire. Lorsqu'il y a altération de la compliance, cette pente va coucher de façon, il faut avoir beaucoup plus de force. Voilà, regardez la différence entre force ici et force ici pour mobiliser le même volume collant. C'est ce qu'on appelle une altération de la compliance. On avance. Donc, ça, c'est la courbe des pressions des voies aériennes. C'est ce qu'on va voir sur le scope. C'est ce qu'on va surveiller surtout. C'est ce qu'on doit toujours faire attention. Alors, la courbe de pression sur les voies aériennes, voilà. Donc, il y a une pression ascendante rapide, c'est-à-dire on inspire, on augmente la pression. On donne un débit air constant, on augmente la pression. Après, il y a une pression de crête, c'est la pression maximale qui arrive qu'on doit surveiller. Cette pression de crête, elle va refléter essentiellement la pression dans les voies aériennes supérieures et même dans la sonde d'intubation. Voilà, elle va refléter la pression au niveau de la sonde d'intubation, au niveau de la trachée, des branches souches et jusqu'aux branches terminales. C'est ça la pression qu'elle. Si le malade, il est obstrué, la sonde d'intubation obstruée, il y a un bouchon, s'il y a des aspirations sont fréquentes, en général, on va avoir une augmentation de la pression crête. C'est pourquoi on va le surveiller. Le plus important à surveiller, c'est après la pression plateau. Donc, la courbe va descendre comme ça pour avoir une pression plateau. Cette pression plateau, en fait, elle va refléter la pression dans les alvéoles. Et on a besoin, dans les SDRA,
de cette pression, elle est très précieuse, elle est très capitale pour la surveillance, le traitement de l'SDRA. Parce que là, on a une altération majeure avec le Covid ou l'autre, de la pression au niveau de ces alvéoles parce qu'ils sont abîmés. Et il nous reste des alvéoles qui sont sains et on doit les protéger. Cette pression plateau, il y a un dôme qui vaut ce qu'il vaut parce qu'il y a comment dirais-je, il y a quelques petits soucis avec cette pression plateau pour son interprétation, on va les voir, mais elle ne doit surtout pas dépasser, chez un patient normal, un Covid normal, un SDRA normal, une pression plateau ne doit pas dépasser 28-30, ça doit être pour nous une obsession. C'est une obsession, voilà. C'est très important, il ne faut pas que ça dépasse 28-30, on va le voir et le revoir dans ce tempo, c'est très important. C'est très important. Après cette pression plateau, alors on descend l'expiration, alors on a deux choix, soit on arrive à zéro, soit on se bloque en fin d'expiration à une pression positive, qui s'appelle la PEP. Voilà. Donc, si on se bloque dans une situation de façon à avoir la PEP, la prochaine inspiration va être plus simple, je vais vous montrer ça. Donc la PEP, elle est faite pour faciliter la ventilation, pour avoir moins de contraintes mécaniques à la prochaine inspiration. Donc, pour la ventilation de l'SDRA en général, il y a deux modes, mais il y a un mode qui est prédominant et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, soit on ventile en volume, et dans ce cas, je mets un volume courant, et qu'est-ce que je vais surveiller? Je surveille la pression. On peut ventiler en mode pression. Dans ce cas, je règle la pression, je dis que je veux une pression comme ça, et après, vous allez surveiller les volumes. Voilà. Il y a deux modes, mais comme je vous ai dit, on va plutôt privilégier la ventilation en volume. En fait, pas d'intérêt à utiliser la pression contrôlée plus que le volume contrôlé si la pression plateau est inférieure à 30 et le volume courant qui est bas. Le mode volume contrôlé semble le plus simple à utiliser. Voilà. Donc, on va utiliser la ventilation en volume contrôlé. Les définitions. Le volume contrôlé, donc, comme je vous ai dit, il n'y a aucune participation du patient. On règle le volume et la fréquence qui sont imposées. Tac, 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 tac. Donc, c'est imposé. On ne peut pas bouger. Le patient ne peut pas bouger. Donc, le volume assisté contrôlé, c'est ce qu'on va utiliser parce que ça permet une certaine participation partielle du patient si l'on a envie. C'est-à-dire, le patient peut déclencher des cycles supplémentaires. On est réglé à 25. S'il veut déclencher 3 cycles supplémentaires, 28, 29, 30, il n'y a pas de problème. Le ventilation autocontrôlée, elle va lui permettre ça. Donc le patient peut augmenter la fréquence, mais le volume courant va rester imposé. Si on lui met 500, ça va rester 500. Voilà. Donc, comment on va limiter ces lésions qui sont induites par la ventilation? Donc, comment on fait la ventilation protectrice? Donc là, on voit une ventilation normale comme on les faisait dans les années 90, 80. Donc, c'est-à-dire, on vient dans une machine, on règle le volume. Donc, on dit, personne qui a 10 ml, 80 kg, on lui fait 10 ml, voilà, on ventile. Donc, il monte à 800 ml, on lui met 800 ml, fréquence 12, et voilà, c'est bon, le tour est joué, et le patient il est ventilé, et voilà, après en post-opératoire, il n'y a pas de problème, de toute façon il n'a pas de poumon abîmé, on ne se rend pas compte qu'on lui a entraîné des lésions, mais on ne sait pas ce qu'on fait en fait, et lorsqu'on fait des volumes comme ça sur les SDRA, c'était catastrophique, ils meurent tous, de toute façon, et on ne sait pas pourquoi, hein, d'ailleurs. Après, on a dit, c'est pas possible. C'est pas possible, on est en train de se tromper. Donc, il faut absolument
trouver une solution pour qu'on ventile à faible volume pour ne pas induire ces problèmes-là de déchirer les alvéoles. Et mettre les alvéoles à la moindre contrainte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on a fait des petits volumes courants, et ces petits volumes courants, on essaie de les mettre dans cette phase de la courbe. Voilà, la courbe de pression-volume. C'est-à-dire, le patient, lorsqu'il expire, on ne le laisse pas expirer complètement. On s'arrête ici pour mettre la PEP, pour qu'il reste directement dans la pente ascendante. Donc, et c'est normal, si le ballon se dégonfle totalement, même un ballon classique, pour le gonfler, il faut beaucoup de force. Donc, on se limite à ça, ici, pour lorsqu'on le regonfle, on gonfle rapidement et il ne faut pas beaucoup de force. De même, ça ne sert à rien d'arriver ici, parce qu'il faut après beaucoup de force, beaucoup de force, pour encore gonfler le ballon. Donc, on se limite ici dans une ventilation protectrice, c'est-à-dire le ballon, on gonfle et on le dégonfle, on ne le gonfle pas au maximum, on ne le dégonfle pas au maximum, de façon, on est sur une portion de la courbe où il y a moins d'efforts, moins de contraintes, moins d'agression de l'alvéole. Voilà, c'est ça le principe de la ventilation protectrice. Donc, on revient à la courbe pression. Donc voilà, on a cette portion de la courbe pression-volume qui témoigne de la résistance des voies aériennes, c'est ce qu'on appelle résistance flow. La pression plateau, elle reflète la pression intra-alvéolaire. Et après, on a la PEP ici, je vous ai montré, la PEP c'est la portion de la courbe où on veut se débarrasser, où il faut beaucoup de force, il ne faut pas que le ballon se dégonfle totalement, elle va empêcher que le ballon se dégonfle totalement. Et après, on a une notion qui est relativement récente, qui date de 3 ans à peu près, c'est la pression motrice, qui est la pression plateau moins la PEP. Voilà. Donc, la notion qui est relativement importante, en fait c'est la pression plateau qui est importante, mais la notion qui est très importante, et depuis 3 ans on est en train de la regarder aussi, c'est la pression motrice, qui est la pression plateau, moins la PEP, qui reflète en fait la force qui est en train d'étirer l'alvéole. Voilà, on va la voir après. Donc, on va commencer à ventiler, les patients ils sont en vague, on va commencer. Donc il y a pratiquement une constante dans tous les respis doivent être réglés à peu près, c'est pas à peu près, c'est 60 litres par minute, à peu près pour simplifier pour tout le monde. Ça, c'est une valeur qu'on ne peut pas toucher. Exceptionnellement, je vais vous montrer quand après. Donc le débit, ce qui est l'high flow sur nos machines, ça s'appelle high flow, c'est 60 litres par minute. Après, il y a un autre bouton qu'il faut, une fois réglé, il ne faut pas le toucher, et le toucher en dernier lieu. On va voir quand, c'est le volume courant. Pour être en ventilation protectrice, il faut être à 6 ml/kg. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on va toucher? Après, il faut régler les FiO2. Donc, a priori, d'emblée, dès qu'on intube le malade, comme tous les patients, on va se mettre à 100%. Donc, les FiO2. Après, on baissera en fonction de la SAC et de la PaO2 sur les FiO2. Après, on va régler la PEP. La PEP, optimiser la PEP. On va voir comment. Voilà, on a une chose très importante, il ne faut pas que la pression plateau dépasse 28, maximum 30, on va régler la PEP en fonction de ça. Mais la PEP initiale, juste après l'intubation, elle sera à 5. Donc, FiO2 à 100, PEP à 5, ça pourra apprécier la sévérité de l'SDRA. FiO2 réglé, PEP réglé, on va passer à la fréquence. Voilà, la fréquence, elle va être déterminée en fonction de certains éléments qu'on va voir. Mais en général, la fréquence pour l'SDRA, si on intube un SDRA mineur qui ici a besoin d'être intubé, ça va être aux alentours de 20. Pour un SDRA de moyenne gravité, à peu près 25. Pour un SDRA de haute gravité, à peu près 30.
Mais on verra. Après, on a le décubitus ventral. Donc, ça, c'est tout un topo que je vais faire pour apprendre comment on le fait, comment les précautions. Mais bien sûr, on va voir un peu ici comment ça se passe et quand est-ce qu'on le met. Après, il y a deux choses qui sont très très discutables dans la littérature, mais pour nous, je les ai mis parce que le problème c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la circulation extracorporelle, l'ECMO, et donc je crois que les pays occidentaux, ils ont l'ECMO facile, c'est-à-dire la circulation extracorporelle. Lorsque le poumon est blanc, il n'arrive plus à rien faire, donc ils ne font pas de manœuvre de recrutement, ils mettent l'ECMO. Ils ne mettent pas les noms aussi, ils mettent l'ECMO, parce que bon, voilà, ils sont très discutables, mais ils sont en dernier lieu, on va voir. Le volume courant. Alors, on va commencer avec ça. Donc, on va régler le volume courant. Donc on a dit, c'est 6 mK du poids idéal. Poids idéal. Ce n'est pas le poids du patient, c'est le poids à régler en premier lieu, mais à ajuster en dernier lieu après la pique et la fréquence respiratoire. C'est le dernier à être touché. Donc, dernier à être touché, donc on peut, dans des rares cas, on peut le toucher, mais après régler la PEP et la FiO2 et la fréquence respiratoire qu'on va voir, on peut diminuer le volume courant à 4 à 5 ml/kg pour avoir cette pression plateau inférieure à 28-30 et une pression motrice que je vous ai montré, inférieure à 14-15, pression motrice ou driving pressure. Après, limite d'ajustement de la PEP et éventuellement DV si le patient n'est pas en DV. Donc on ne va pas mettre 4-5 ml/kg, descendre à 4 et à 5 ml/kg si on n'a pas encore ajusté la PEP. On est arrivé au bout de l'ajustement de la PEP et le patient est déjà en DV. Voilà, ça c'est clair. Donc, on va voir la PEP et le DV, mais je vous ai dit ça, donc on va baisser à 4 à 5 ml/kg, mais après ajustement de la PEP et le patient est non en DV. Ça diminue le volume courant, d'accord, mais on peut l'augmenter aussi à 7 à 8 ml/kg si le pH du malade reste inférieur à 7,30, 7,25 ou PCO2 supérieur à 50-55. Dans ce cas, si on a, après, atteindre la limite de réglage de la fréquence respiratoire, parce que c'est la fréquence respiratoire qui va déterminer cette PCO2 et par suite le pH. Et on a dit que la ventilation, elle est assurée par volume courant fois la fréquence respiratoire. On a dit le volume courant ne pas toucher, donc il faut obligatoirement jouer avec la fréquence respiratoire pour baisser cette PCO2 qui est à 50-55 et par suite améliorer ce pH qui est inférieur à 7,25 ou 7,30. Donc, on peut augmenter le volume courant à 7-8 ml/kg, donc ça fait 7, 8, c'est pas... voilà. Après atteindre de la limite de la fréquence respiratoire, et on va voir comment atteindre la limite d'augmentation de la fréquence respiratoire, mais à condition que la pression plateau reste inférieure à 28-30. On ne va pas augmenter le volume courant alors que j'ai une pression plateau déjà à 28-30. Ça, c'est un dogme, il faut le respecter. Mais aussi, après réduction de l'espace mort instrumental, c'est-à-dire tout ce qui est nez artificiel, sans filtre, bien sûr, on laisse le filtre et on enlève le reste. En mettant un humidificateur, bien que l'humidificateur, il est discuté un peu dans le Covid, mais maintenant, a priori, ils disent que si on est dos au mur, il faut le mettre, voilà, pour diminuer l'espace mort. Et éventuellement, vraiment avec précaution, beaucoup de précaution et beaucoup d'entraînement, couper la sonde d'intubation pour diminuer l'espace mort. Et bien sûr, toujours ça, si le patient il a un pH inférieur à 7,25 et on est à la limite de notre fréquence respiratoire, on est à la limite de pression plateau, tout l'espace mort il a été enlevé, avant de monter à 7-8 ml/kg, il faut essayer le décubitus ventral, parce que lui, il va améliorer les choses, en général. Donc ça, c'est un tableau
qui permet de calculer le volume courant en fonction de la taille directement lorsqu'on est à 6000 kg. Donc dès que le patient entre, en plus la feuille des antécédents du patient et tout, on va le mesurer avec un mètre à ruban pour avoir la taille et du coup on va voir son poids idéal exactement pour mettre 6000 kg, ça sera prêt. Donc on a réglé le volume courant, l'air flow, la PEP. Maintenant venons à l'FiO2. On a réglé la PEP, maintenant venons l'FiO2 en sachant que bien sûr à l'intubation du patient, l'FiO2 est toujours à 100%. Lorsque le malade se dégrade brutalement, on va mettre l'FiO2 à 100%, puis on va raisonner. Donc, la FiO2 initiale, elle est à 100% avec, on a dit, un PEP à 5, juste après l'intubation, pour estimer la gravité, donc gaz du sang après 30 minutes de réglage. Donc, on a mis notre réglage, on fait une gaz du sang après 30 minutes. Après, on va baisser les FiO2 minimales pour avoir une SAT supérieure à 90 et ou PaO2 supérieur à 60 après réglage de la PEP. C'est-à-dire, moi, j'ai réglé la PEP chez ce patient de façon à avoir une pression plateau à 28-30. Ça dépend de la gravité. Après, je peux baisser les FiO2 de 10 à 10 jusqu'à 60 pour avoir une saturation qui est plausible. Si le malade est gravissime, donc je me contente d'une saturation supérieure à 88-90 et une PaO2 supérieure à 60. À partir d'une FiO2 à 60, les objectifs de saturation se modifient, c'est-à-dire le patient il est en cours d'amélioration, j'espère. On peut se bloquer une FiO2 à 60 parce qu'on dit que les FiO2 60 c'est le seuil toxique de l'oxygénation. Et dans ce cas, on va modifier les paramètres pour que la saturation soit à 98-100 pour préparer le sevrage et éventuellement l'extubation. Donc, nous, à partir des FiO2 60%, des objectifs de saturation à 98-100 et de PaO2 à 90 pour continuer à baisser les FiO2. Pour que je continue à baisser les FiO2, je dois trouver une saturation qui est supérieure à 98 et une PaO2 supérieure à 90. À partir des FiO2 à 60, on peut commencer à diminuer la PEP en fonction des besoins d'oxygène et des besoins hémodynamiques. Il ne faut pas oublier qu'une PEP très agressive ou même moyennement agressive, elle entraîne des altérations hémodynamiques qu'on veut éviter. Venons au PEP maintenant. Alors, venons au PEP maintenant. Donc, la PEP, on a dit, c'est essayer d'être dans cette portion-là. On ne laisse pas le malade totalement expirer pour ne pas demander beaucoup d'efforts pour l'expiration profonde. Donc, on doit être ici pour qu'on monte le volume sans beaucoup de contraintes, sans beaucoup de pression, donc sans beaucoup d'efforts. C'est ça la PEP. Donc, la PEP, elle a l'avantage de ne pas laisser les alvéoles collabés comme ici. Ici, ventilation sans PEP, ici, ventilation avec PEP. La différence, elle est énorme. Ici, c'est des alvéoles écrasées parce que les alvéoles malades ou non malades d'ailleurs, il n'y a pas de PEP dedans, donc ils vont se collaber. Et on va être en dérecrutement. Donc, là, la PEP, elle permet de recruter des alvéoles pour pouvoir oxygéner le patient. Donc, pour la PEP initiale, quel que soit le niveau de l'SDRA, va être à 5. Il ne fait lieu à 100%, comme on a dit, pour estimer la gravité initiale de l'SDRA. Après, pour les SDRA mineurs, une PEP de 5 à 10 sera largement suffisante. Pour les SDRA de moyenne gravité, une PEP de 10 à 15, voire 20, on va voir après que la PEP au niveau du Covid, vraiment, il ne faut pas la monter beaucoup. Si on a une meilleure PaO2, sans altération hémodynamique, ni aggravation de la compliance,
et d'élévation par la suite de CO2. Finalement, en même temps, lorsqu'on monte la PEP, il faut bien voir est-ce qu'on est en train d'améliorer la saturation et donc l'oxygénation du patient. Si on monte la PEP de 5 à 10 ou à 12 et la PO2 reste la même, ça ne sert à rien de la mettre parce qu'elle va altérer l'état hémodynamique. La PEP va empêcher le retour veineux, elle va aggraver l'état hémodynamique du patient. Donc, il faut mesurer la PEP, il faut avoir un bénéfice de la PEP, à savoir l'oxygénation, sans d'effet délétère sur le plan hémodynamique, ni sur la compliance, parce qu'en augmentant la PEP, on va dégrader un peu la compliance, et si on aggrave la compliance, on va altérer un peu la ventilation et par suite une élévation aussi de CO2. Mais surtout, la PEP va entraîner une altération de l'état hémodynamique en diminuant le retour veineux et en baissant la tension. Dans les SDRA majeurs, généralement, on met des PEP élevés, de 15 à 20, mais toujours avec la mesure de la balance bénéfice-risque, surtout l'état hémodynamique. Et on a montré dans le Covid, les PEP trop élevés ne sont pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va augmenter par palier de 2 points en surveillant. La PEP, on est un PEP à 5, on va monter par palier de 2 points et on surveille tous les 5 minutes à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut, en augmentant la PEP, que la pression plateau reste inférieure à 28-30. C'est très très important, cette pression plateau. Et la pression motrice inférieure à 14-15. C'est important, mais c'est beaucoup moins important que la pression plateau. Que la saturation en V, qu'elle soit supérieure à 88-90, avec une PaO2 supérieure à 60. C'est ça le rôle de la PEP, c'est d'optimiser l'oxygénation, d'éviter le dérecrutement, et donc c'est important de mesurer. Est-ce qu'elle va apporter quelque chose, cette PEP, en la montant? Après, on a mesuré la pression plateau, il faut qu'on voit ce qui se passe sur le plan hémodynamique. En montant la PEP, on va diminuer le retour veineux. Les malades Covid, en général, ils sont vides. Donc, il y aura forcément des altérations hémodynamiques. Donc, la tolérance hémodynamique, donc, en général, on cherche une pression artérielle moyenne à 65. Il ne faut pas qu'il y ait une augmentation majeure des amines après optimisation du remplissage. C'est-à-dire, ce sont des patients, si j'augmente la PEP de 5 points et je vois que je n'arrête pas la noradrée derrière pour avoir une PAM à 65, je dois réviser mon attitude pour voir un peu qu'est-ce que j'ai obtenu sur le plan oxygénation. Si j'étais à 88, je passe à 90. En altérant sur le plan hémodynamique, je reste à 88. Et c'est tout. Par exemple. Voilà. Donc il faut beaucoup de bon sens. Il ne faut pas qu'il y ait une dégradation majeure de la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire, dans le Covid, elle est à peu près de 40 ml. À peu près. Elle n'est pas trop altérée, comme les SDRA majeurs. Mais il ne faut pas qu'il y ait une altération majeure de la compliance. Si on a une altération de la compliance, on va avoir nécessairement une altération de la ventilation et par la suite une augmentation de la PCO2. Il ne faut pas que ça dépasse 50-55, il ne faut pas que le pH descende au-dessous de 7,25. Mais le plus important, c'est d'avoir une pression plateau inférieure à 28-30. Justement pour la compliance pulmonaire. Donc, la compliance pulmonaire normale, c'est 200 ml par centimètre de H2O. Voilà, c'est le courbe du milieu. Donc, avec une pression de 1 cm, on va injecter 200 ml. Pour un patient emphysémateux qui a un poumon avec des alvéoles qui sont comme un ballon de Leyde, c'est des alvéoles télésaminés qui se gonflent rapidement. Donc, ils ont une compliance augmentée. On peut, avec 1 cm, leur injecter 300 ml. Contrairement à l'SDRA, donc, où on est comme dans la fibrose pulmonaire, il faut, pour 1 cm, on peut injecter 10 ml. Ça, l'SDRA, très grave. On a dit que le Covid à peu près, c'est 40 ml par centimètre.
D'accord? Les SDRA, on peut trouver des SDRA gravissimes, avec une compliance à moins de 10 millilitres par centimètre. Donc, petite des remarques pour la PEP, tellement elle est très importante. Donc, on a une pression plateau intérieure à 28-30, mais parfois cette pression plateau, en fait, elle est erronée, elle est surévaluée. Quand est-ce qu'elle est surévaluée? En général, en cas de pression extérieure importante. Si on a une pression extérieure importante, extérieure aux alvéoles, qui est très importante, la pression plateau va être surévaluée, donc telle que dans une surdistension abdominale, une occlusion ou une obésité importante. Dans ce cas, on va surévaluer la pression plateau. Et dans ce cas, on va se retrouver à accepter des pressions plateau à 35-40. Ça dépend de la distension, de l'obésité. Mais l'idéal dans ça, pour enlever ce facteur de pression extérieure, c'est de mesurer la pression transthoracique qui est non disponible, qui est entre la différence de pression entre l'ésophage et les alvéoles, mais qui n'est pas disponible. Donc on va se contenter avec l'œil. Si on va trouver un patient en occlusion, en distension, on dit on va accepter 35, 32, ça dépend de l'occlusion, ça dépend de l'occlusité, pour ne pas tomber dans le piège. Particularité de la PEP au niveau du Covid, j'arrête pas de le dire, il y a beaucoup d'altérations hémodynamiques et d'insuffisance rénale, donc éviter une PEP trop élevée, maximum à 15, parce que je vous ai dit, dans les SDRA, en général, on peut accepter jusqu'à 20. Alors, PEP réglée, on passe à la fréquence respiratoire. Donc la fréquence respiratoire, en fait, on va se mettre entre 20 à 35. Finalement, on va se dire, si on intube un SDRA mineur, on va se mettre à 20, moyen de gravité 25, haute gravité, on va se mettre à 30. Le 35, on va le laisser, de 30 à 35, on va le laisser pour les réglages ultérieurs. On ne va pas se mettre directement à 35. L'objectif de la fréquence respiratoire, c'est PCO2 inférieur à 50-55, un pH supérieur à 7,25-7,30. Donc, contrôlé par le survenu ou l'augmentation de la PEP intrinsèque. Cette augmentation de la fréquence respiratoire, on va la contrôler par la PCO2 pH, mais aussi par la survenue du PEP intrinsèque. C'est quoi la PEP intrinsèque? Qui doit être 2 doigts maximum à 5. C'est la pression positive qui reste dans les alvéoles en fin d'expiration, c'est-à-dire mesurée après une pause expiratoire de 5 secondes. Si on fait une expiration de 5 secondes, tout l'air doit être dégagé de l'alvéole. Si tout l'air doit dégager de l'alvéole, en principe, il n'y a pas de PEP intrinsèque ou une PEP intrinsèque inférieure à 2. Si cette PEP intrinsèque commence à aller au-dessus de 5, si elle commence à augmenter, c'est-à-dire on a initialement une PEP à 2 ou 3, après elle monte à 8, 10, c'est qu'il y a un problème. C'est que tellement tu as augmenté la fréquence, tu as piégé de l'air dans les alvéoles. C'est ce qu'on appelle une hyperinflation dynamique. Et finalement, on va finir par déchirer les alvéoles par une surdistension pulmonaire, ce qui est néfaste. Donc, on augmente la fréquence respiratoire, mais on surveille la PCO2 et on surveille la PEP intrinsèque, c'est important. Donc, le PEP intrinsèque, oui, on doit regarder toujours, en augmentant la fréquence respiratoire, que le retour de la courbe du débit expiratoire à la ligne de base, et ça, je vais le montrer. Toujours, on augmente la fréquence, mais ça peut augmenter la pression plateau, surtout si on augmente la PEP intrinsèque, parce qu'on va monter la PEP totale. La PEP totale, ça fait PEP intrinsèque plus PEP mise. Si on augmente la PEP intrinsèque, la pression plateau va monter. Donc il faut toujours que la pression plateau soit inférieure à 30. Voilà la courbe du débit expiratoire dont je vous ai parlé. Là, c'est un patient qui a 12 de fréquence, il a largement le temps de vider son alvéole et il reste dans la ligne de base après
une inspiration, on injecte encore de l'air et après il expire. Là, j'augmente la fréquence, voilà, j'augmente la fréquence d'une manière optimisée, j'arrive, il faut que la ligne reste du débit expiratoire, ça c'est la ligne du débit fleuve, il faut qu'elle arrive à 0 pour que la prochaine expiration démarre et on ne va pas injecter de l'air dans l'alvéole alors que l'alvéole n'est pas encore vidé, comme ici. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas avoir. Il faut que cette ligne retourne à la base. Si on continue à ventiler ce patient ainsi, si on fait une PEP intrinsèque, une pause expiratoire de 5 secondes, on va voir que la PEP intrinsèque, elle a augmenté, elle a dépassé 5, 10, parfois 15, et voilà. Ça, c'est une erreur aussi. Donc, augmentation de la fréquence respiratoire jusqu'à la limite de l'autopep. Ce qu'on appelle PEP intrinsèque, c'est l'autopep. Voilà le fameux DV, on est arrivé, on a fait le PEP, tout. Et voilà, on va mettre le DV. Alors, pour ce qui est Covid, là, tout le monde est d'accord, on dit, même les SDRA, PaO2 sur les FiO2 inférieur à 150, il faut mettre le patient du cuisse ventrale. Donc, voilà, l'intérêt d'autant plus qu'il y a des atélectasies postérieures à l'écho pleural, mais ce qui est sûr, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour dire, voilà, PaO2 chez les FiO2 inférieur à 150, il faut retourner tout le monde. Voilà. Donc voilà, le DV, l'effet du DV, hein, donc il n'y a rien à discuter. Là, le patient en cuisse dorsale, on voit des atélectasies ici, surtout basales, voilà, donc il n'y a rien à dire. On retourne le patient, et voilà, il y a des zones qui sont aérées. Exactement la même chose ici. Lorsqu'on retourne le patient, il y a des zones qui s'aèrent de plus en plus. Donc, une amélioration de l'aération, des régions pulmonaires dépendantes se réarrêtent au cuisse ventrale par lever de la compression abdominale et cardiaque. Donc, le gradient d'aération est inversé. La qualité du tissu pulmonaire en excès reste inchangé. Les manœuvres de recrutement dont je vous ai parlé initialement, donc pratiquement ils sont abandonnés dans beaucoup de réa en France, on ne les retrouve plus dans les recommandations, bien qu'ils y sont dans les recommandations du Covid dans le site de l'ECRLF, mais en fait, en général, on ne le fait plus dans les centres où il y a la circulation extracorporelle. C'est quoi? C'est lorsque tu as un état hémodynamique stable et votre problème, le patient est hypoxique. Donc j'ai une saturation inférieure à 88, je suis à 85, le patient est tachycarde, il ne tolère pas cette saturation. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente de 5 la PEP tous les 3 cycles jusqu'à pression plateau à 40. Donc par exemple, je suis à un PEP 10, j'ai une saturation, une FiO2 à 100%. PEP 10, pression plateau, je suis à 30 déjà, voilà. Saturation, FiO2 à 100%, je sature à 85, le patient sature à 85, il est pluralisé, il est en DV, tout est fait, et je suis à 85 de ça. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais augmenter la PEP de 5 points, j'étais à 10, je vais mettre à 15, je fais 3 cycles avec 15, et je regarde la pression plateau. Si je suis arrivé à 40, je reste là. Sinon, j'augmente encore de 5 points, et je fais 3 cycles avec une PEP à 20. Jusqu'à une pression plateau à 40. Et après, il faut maintenir 10 cycles avant de retourner à la PEP initiale. C'est-à-dire la PEP qui te permet une pression plateau à 30. C'est ça les manœuvres de recrutement. Là, on les fait lorsqu'on est dos nu. Le NO, monoxyde d'azote, c'est le dernier recours. Après, une ventilation protectrice avec PEP optimale, pression plateau inférieure à 30, une FiO2 à 100%, un DV, manœuvre de recrutement. Donc, voilà. On met les NO, on ne l'a pas, mais on peut l'avoir avec une surveillance de la méthémoglobine, c'est un produit de dégradation qu'on trouve qui est dangereux. Et si c'est élevé, je ne sais pas si on peut le doser, mais je crois qu'on ne peut pas le doser ici. Donc, mais je dois le mettre pour vous dire qu'il faut le surveiller. Voilà. Donc, on a réglé tout. Je vais repasser maintenant
pression plateau qui doit être inférieure à 28-30. Sauf chez l'obèse, distension abdominale. Une pression motrice inférieure à 14-15 est souhaitable. Et ce qui est important, une pression plateau inférieure à 28-30. Une PEP intrinsèque inférieure à 5, c'est important. Voire 3, c'est mieux. Et surtout, elle ne doit pas monter. La PEP intrinsèque, si on augmente la fréquence respiratoire. La compliance pulmonaire, on nous a dit, avec le Covid, elle est aux alentours de 40 en général, mais surtout, on doit contrôler sa valeur pour voir la cinétique de la compliance pulmonaire. Est-ce que le patient s'est dégradé entre hier et aujourd'hui? Est-ce que le patient, lorsque j'ai augmenté la fréquence ou la PEP, est-ce que la compliance pulmonaire, elle était altérée? La saturation, qui doit être minimum supérieure à 88-90, avec une PaO2 supérieure à 60. Le pH supérieur à 7,25-30, PCO2 inférieur à 50-55. Et l'état hémodynamique, il faut avoir une pression artérielle moyenne, comme dans tous les chocs septiques ou dans les joras septiques maintenant, supérieure à 65, une fréquence cardiaque, il ne faut pas que le patient soit trop tachycarde. On doit contrôler sa volémie avec l'état et sa fonction cardiaque avec l'échocardio, la variation de la pression pulsée, la PVC qui est maintenant abandonnée quasiment. On va faire un cours sur l'état hémodynamique et la particularité de l'hémodynamique au niveau du Covid. Et surtout la cinétique des amines. Il ne faut pas que j'augmente la PEP ou j'augmente la fréquence respiratoire et je cours derrière avec les amines du patient. Il ne faut pas que je le rende instable. Donc on va voir, maintenant on a surveillé, mais on va voir la conduite à tenir, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe là. Voilà. Conduite à tenir si pression plateau supérieure à 28-30. Alors, première chose, il faut accepter une pression plateau à 35-40 en cas de distension abdominale ou à booster, ça on ne cesse pas de le dire. Donc, il faut surveiller la cinétique de la pression plateau. Chez un patient qui est obèse, on l'a intubé, on l'a aspiré, il est curalisé, il a une pression plateau à 35. Voilà. Après, si ce patient, il se met à une pression plateau à 40, on doit faire attention. S'il a une pression plateau à 40, en surdistension abdominale, s'il monte à 50, on doit faire attention. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, on va surveiller la cinétique des pressions plateau chez ces patients-là. Si il y a une élévation pression crête associée à l'élévation de la pression plateau, on a dit, il faut toujours vérifier si on a une augmentation de la pression crête, est-ce qu'il y a une obstruction, est-ce qu'il y a une coudure, est-ce qu'il y a une sélectivité de la sonde d'intubation, est-ce qu'il y a un pneumothorax. Vérifier s'il n'y a rien de tout ça, il faut vérifier la sédation et la curarisation optimale, voire faire un bonus de curare pour que le patient soit bien adapté et pour qu'on dise, voilà, c'est pas parce que le patient lutte la pression plateau, elle monte. Il faut écarter ça. C'est seulement après ça qu'on passe, on va dire, voilà, le patient en déglisse ventrale, le patient curalisé, sédaté, il n'y a pas de bouchon, la sonde elle est bien, ça passe des deux côtés, il n'y a pas d'emphysème, il n'y a pas de pneumothorax. C'est après ça qu'on commence à baisser le volume courant à 5. Et on voit ce qui se passe. Puis à 4. Et on voit ce qui se passe. Puis, on baisse, si malgré qu'on baisse le volume courant, on a une pression plateau toujours supérieure à 28-30, on va passer à une diminution de la PEP de 2 à 2 jusqu'à ce qu'on ait une pression plateau à 30. Donc, après baisse du volume courant, on baisse la PEP pour tellement c'est important que cette pression plateau ne dépasse pas 30, tellement on est attaché à cette ventilation protectrice. Voilà, ça c'est une sonde bouchée, une courbe de pression d'une sonde bouchée. Voilà, on a une pression crête qui monte. Là, une pression plateau qui ne monte pas. Mais parfois, si on a des sécrétions abondantes, voilà, les deux, pression plateau plus pression crête, vont monter. Voilà. Ça, c'est la compliance pulmonaire qui s'est dégradée. Donc là, on a une pression plateau qui est basse.
On a la pression crête qui est basse. Après, on a élévation des deux. Pression crête plus pression plateau, c'est la compluence qui est basse. Le patient s'est dégradé, la pression plateau, elle a monté. Là, il faut vérifier qu'il n'y a pas de peau dure, qu'il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien de tout ça avant de diminuer le volume courant ou diminuer la PEP. Donc, si on a, qu'est-ce qu'on fait si on a PEP intrinsèque supérieur à 3? Donc, on réalise une pause expiratoire de 5 secondes, on a dit. Au-dessus de 5, il faut baisser la fréquence de 2 points à 2 points. En surveillant le retour de la courbe du débit expiratoire à la ligne de base. Il faut que la courbe du débit expiratoire, elle retourne à la ligne de base. En dernier lieu, parfois on est obligé, surtout, on peut avoir des Covid asthmatiques, des Covid BPCO, qui ont du mal à expirer. Dans ce cas, ils ont plus de chances de développer de l'autopèpe et de piéger les volumes, puisqu'ils sont en bronchospasme. Dans ce cas, on peut augmenter le débit, que je vous ai dit, doit être à 60 litres par minute. On peut augmenter éventuellement l'efflow à 70-80 avec une E sur A qui est toujours 1 sur 2, toujours l'expiration et 2 fois l'inspiration. On peut augmenter à 2,5 voire 3 sur 1. Voilà. Donc, on peut augmenter E sur A à 1 sur 2,5 ou 1 sur 3 de façon à laisser le temps pour une expiration prolongée. Qu'est-ce qu'on fait si la saturation est inférieure à 88, PaO2 inférieur à 60? Donc, on a augmenté les VO2, on est à 100%, PEP associé optimisé, pression plateau à 30, curare si on en fait, DV si on en fait, il faut faire le DV bien sûr. D'ailleurs, il est systématique pour PaO2 sur la VO2 inférieur à 150. On va faire le manœuvre de recrutement, finalement, on va tester les noms. Qu'est-ce qu'on fait si PCO2 supérieur à 50-55, pH inférieur à 70-25? Réduire l'espacement si ce n'est pas fait. On enlève le nez artificiel. On met l'humidificateur, la cocotte éventuellement. Coupure de la sonde d'intubation. Il faut faire attention ici. Vraiment, coupure de la sonde d'intubation, ça pourrait aider si on coupe 4 cm, mais il faut être très prudent. Augmenter la fréquence de 2 points jusqu'à 35 avec comme de 2 points à 2 points jusqu'à 35 avec comme limite une PEP intrinsèque et un retour de la courbe du débit expiratoire à la ligne de base. Donc il ne faut pas, je peux arriver à 35, mais surtout, il ne faut pas que je piège des volumes courants des volumes dans les alvéoles. Donc il faut que la courbe du débit retourne à la ligne et il faut que je mesure par la PEP intrinsèque. Il ne faut pas qu'elle dépasse 5. Finalement, qu'est-ce que je fais encore après tout ça? J'augmente le volume courant à 7 puis à 8 ml/kg avec limite une pression plateau à 30. En résumé, donc je vais ventiler en vac, je vais mettre 6 ml/kg à adapter en dernier en fonction de pression plateau et pH. Je vais mettre une PEP 5, 10, 15, 20, pression plateau inférieure à 28-30. Je vais mettre une FiO2 à adapter pour une PaO2 supérieure à 60 et SAT supérieure à 88-90. Je vais mettre une fréquence respiratoire à adapter pour le PCO2 inférieur à 50-55 pH supérieur à 7,25-7,30 en surveillant la PEP intrinsèque et la pression plateau. Je vais le mettre en décubus ventral, tout patient PaO2 sur les FiO2 inférieur à 150. Résumé 2. Éviter l'espacement instrumental. Curare, Nembex 48 heures, première heure, en cas d'SDRA modéré ou sévère. Je vais contrôler par 2 gazos par jour si le patient est stable, et plus certainement s'il est instable. En principe, chaque modification des paramètres, surtout si les valeurs sont alarmantes, telles qu'un pH inférieur à 7,25, telle qu'une saturation inférieure à 88, il faut faire, je modifie et je fais une gazo après 30 minutes pour voir est-ce que le patient est bien. Il faut faire des manœuvres de recrutement si hypoxie rebelle et le NO en dernier lieu si positif. Donc, je vais passer à d'autres modes de ventilation qui sont loin
Des modalités plutôt de sevrage. Je suis loin de la période aiguë. Je commence à sevrer le patient. Je commence à arrêter la sédation. Je dois passer par des étapes. Apparemment, chez le Covid, le sevrage est très difficile. Il faut beaucoup de métiers. Apparemment, il avance avec tous les paramètres envers, après et au recul, lorsque l'arrêt de sédation. Donc, il faut qu'on maîtrise les autres modes de sevrage. C'est quoi les modes de sevrage? Alors, il y a la pression contrôlée, ce n'est pas un mode sevrage, c'est un mode ventilatoire dans les périodes aiguës qu'on a dit qu'on ne va pas l'utiliser, c'est-à-dire il n'y a aucune participation du patient, comme le mollet de volume. Le ventilateur insuffle de l'air à une fréquence donnée jusqu'à l'atteinte de la pression fixée. Ça, on ne va pas l'utiliser. Par contre, celui-là, on va l'utiliser. C'est un mode intermédiaire lorsqu'on allège la sédation. C'est la BiPAP, le bilevel dans notre respirateur. C'est une ventilation en pression contrôlée. Donc, je dis que je vais mettre la pression à 20, à 25, à 30, ou à 10, ou à 12. Et je vais contrôler le volume. Il faut que le volume soit aux alentours de ce millilitre kilo. Il ne faut pas que ça dépasse 6 millilitres kilo. Donc, je mets la pression, j'impose la pression, ventilation en pression contrôlée, mais j'autorise à la ventilation spontanée du patient à tout moment. Lorsque le patient veut déclencher, je lui laisse le déclencher. L'essentiel, je règle la pression aussi lorsque le patient déclenche. Il ne faut pas, en général, les pressions les mêmes. Je mets une pression d'insufflation dans la machine et une pression d'insufflation pour le patient, la même chose. C'est-à-dire, si je suis à 15 ici, je suis à 15 ici. Il faut les régler tous les deux la même chose, de façon que le patient ait 6 ml/kg, maximum 7 ml/kg. Voilà. Donc, dans ce cas, je me mets en pression positive avec possibilité que le patient déclenche des cycles supplémentaires. L'aide respiratoire, tout le monde la connaît, c'est une aide en pression apportée par le ventilateur lors des cycles spontanés. Une fois le patient est mieux réveillé, on peut passer de BiPAP, bilevel, à l'aide respiratoire. Je règle la pression que j'ai besoin, le patient déclenche et le respirateur, il donne de l'air jusqu'à atteindre une pression donnée. Cette modalité permet au patient de conserver le contrôle du déclenchement et de la durée de la fréquence des cycles respiratoires. Voilà. Donc voilà, pression contrôlée. Voilà, je règle cette pression, voilà, et lui, il va avoir ses volumes. Donc en fonction de la pression, la machine va injecter un volume. Si le patient est bouché, elle n'arrive pas à augmenter le volume. Voilà. D'accord? Il faut, on a dit, si on règle la pression, il faut surveiller le volume. Voilà. Donc, bilevel, la BiPAP, en mode pression, lorsqu'on commence le sevrage du patient, il faut imposer une pression que le patient ne va pas dépasser aussi bien lorsque le patient déclenche le cycle ou le cycle est commandé par le respirateur. On impose la même pression pour le malade, c'est marqué PAI sur notre respirateur, patient, et le respirateur, c'est marqué PI. Cette pression comprise entre 10 et 30 de façon que le volume courant insufflé ne dépasse pas 6 ml/kg. La fréquence imposée entre 15 et 25 en contrôlant la fréquence totale qui ne doit pas dépasser 35 et la PCO2 qui ne doit pas dépasser 45. Et un pH supérieur à 7,30 et la PEP27 ne doit pas dépasser 5. C'est les éléments à surveiller lors du sevrage. Voilà, la ventilation en pression contrôlée, aide respiratoire, c'est mode en ventilation spontanée assistée, aide déclenchée par un signal du début provenant de la respiration du patient ou trigger, trigger faible de 0,1 à 5 en fonction de l'état du réveil du patient. Si le patient il sort, il est à peine réveillé, on met un trigger faible à 0,1. Si le patient est bien réveillé, on met un trigger 5 pour entraîner un peu le diaphragme, pour mettre plus d'efforts pour déclencher. Les voies aériennes sont mises à une pression à une valeur très réglée, 12, 15, 20. Flux inspiratoire d'emblée maximum, puis décélérant. Dès que le patient répond en VS, il est ventilé en mode aide en réglant l'aide entre 10 et 25. Élément à surveiller, même chose que le bilevel, fréquence respiratoire, volume courant, pH supérieur à 7,30. Voilà, ça c'est le déclenchement de l'aide respiratoire. Une fois je déclenche, je te donne des volumes jusqu'à atteindre la pression très réglée. Alors,
peu aux particularités du Covid. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature ces derniers jours, on peut dire, hein, c'est pas même les derniers mois. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme particularité du Covid? Alors, c'est plutôt des hommes, 65%, c'est des hommes de 50-60 ans, comorbidité, il y a une surcharge pondérale, il y a un diabète, il y a HTA, quelques immunosuppressions légères. Donc, inférieur à 45, peu ou pas de comorbidité, sauf chez le poids, supérieur à 70 ans, comorbidité liée à l'âge. Beaucoup de questions de la médecine, notre métier. Donc, évolution, comportement atypique pour les SDRA de sévérité similaire, inflammation, aggravation secondaire. Donc, réglage du ventilateur, traitement adjuvant, il y a beaucoup de questions. Comme je vous ai dit, en général, nous, on arrive à peut-être 20 facilement dans les SDRA, d'autres gravité. Apparemment, sur le Covid, ça ne marche pas très bien. Les traitements adjuvants, les traitements radiologiques, on ne les connaît pas. Donc, incidence initialement élevée des insuffisances rénales aiguës, ça, c'est constaté par tout le monde, ils sont tous en insuffisance rénale. Pas tous, mais la majorité, parce qu'ils sont en hypovolémie, liés à la fièvre, liés à l'altération de l'état général. Les tentatives de sevrage mécanique trop rapides sont souvent soldées par un retour en arrière, c'est-à-dire on voit tous les voyants en vert, on arrête la sédation et on retourne en arrière. La stratégie pour prévenir l'intubation est complexe et mal définie, surtout on a un constat, beaucoup de patients s'aggravent très vite, c'est-à-dire au bout de quelques heures, ils s'aggravent. Augmentation rapide des besoins en oxygène, quelques heures parfois, nécessité d'intubation plus rapide qu'anticipée, on intube souvent dans l'affolement, outils de prévention d'intubation, risque de contamination, c'est-à-dire l'oxygène à haut débit, l'Optiflow, on a l'Optiflow. D'abord, les experts sont réticents, puis ils ont été acceptés, les Optiflow, mais vraiment avec des précautions. C'est pas bouchiniaque, on ne l'a pas, peu de VNI, forme légère chez un patient obèse ou PPCO. C'est-à-dire, c'est la seule, c'est-à-dire un patient très obèse, plus PPCO, avec des images thoraciques qui ne sont pas catastrophiques, une hypoxie qui n'est pas catastrophique, on peut se permettre la VNI, mais avec les précautions qu'on va détailler. Voilà les images de Covid. En général, c'est des lésions périphériques, c'est des lésions en verdipolie, voilà, c'est ça. Périphérique, basale, en verdipolie, multifocale, en général bilatérale. Donc, ils sont peu condensants, il n'y a pas vraiment de condensation majeure. D'ailleurs, certains experts dans leur réanimation disent qu'il n'y a pas beaucoup vraiment de bénéfices, surtout au début du décubitus ventral. Même PaO2 chez les féodales fédération 50. Donc, il faut mesurer le bénéfice. Si on a mis sur le décubitus ventral et on n'a retrouvé aucun bénéfice, on ne va pas le mettre après. Donc, AJ10, deux patients différents, voilà, c'est catastrophique parfois, AJ10 d'intubation, les images sont bouleversantes. Donc, fréquence, ce sont des patients qui ont des anomalies de la coagulation, ils font beaucoup d'embolie pulmonaire, voilà, embolie pulmonaire proximale et là un peu plus distale. Donc, une maladie respiratoire, elle est atypique. Il parle de maladie respiratoire. Je vous ai dit que les SDRA, en général, on n'a pas avec les pneumopathie surtout, on a parfois des compliances très altérées. On ventile des patients parfois avec des compliances à 10-15 ml par centimètre d'eau. Donc là, ils sont une compliance modérément altérée, surtout au début, avant la surinfection qui survient en général après J5, J6. Les compliances, c'est aux alentours de 40 litres par centimètre. Il y a beaucoup d'effets shunt ou shunt, parfois considérables. Le sang est mal oxygéné. Le baby lung doit d'être constant, donc on a la compliance peu altérée. Donc le poumon, le baby lung, c'est le poumon qui est très peu compliant. C'est pas toujours vrai, on n'a pas la compliance toujours altérée. L'espace mort, on a mal à définir l'espace mort chez ce genre de patient, pas mal à définir, mais à l'estimer. Il faut modérer les niveaux de PIB selon la sévérité de l'hypoxémie, le bon sens, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'altérations hémodynamiques, beaucoup d'insuffisance rénale, donc il faut faire. Le bénéfice du DV, donc il est à discuter. Donc voilà, il faut voir, on met en DV, PaO2 sur les féodales 150, mais ce n'est pas en dogme, il faut voir est-ce qu'il y a un bénéfice. Voilà, le DV, ici, pression motrice à 9 cm, c'est un patient de poids de 27 kg par mètre
IMC à 27, il n'y a pas d'intérêt de DV ou réponse modeste. Là, IMC à 36, un patient obèse, on met en DV. La pression motrice, elle est de 20. Donc, il y a une bonne réponse au DV. Donc, la réponse au DV, elle est disparate. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une mauvaise surprise. Et pourtant, ce service, il dialyse tardivement. Donc, il y a une hypovolémie insuffisamment corrigée. Ce sont des patients où on a intérêt à mettre sur le versant sec. Mais tellement on met les mains sur le versant sec, on a peur de sacrifier parfois les reins. Donc, il y a beaucoup de fièvre. Il y a une crainte d'aggraver les échanges gazeux. On ne peut pas les remplir. Du coup, on tombe dans l'insuffisance rénale. Est-ce qu'il y a une toxicité rénale du SARS-CoV-2? Certainement. Et il y a l'effet délétère de têtes trop élevées, certainement aussi. C'est pourquoi on doit optimiser la peine. L'imitation thérapeutique, un enjeu crucial, et là je pense surtout dans notre pays. Donc Covid-19, souvent SDRA sévère, plus ou moins défaillance et modalité rénale. Durée de ventilation estimée à 2 semaines. 2 longues semaines, parfois 20 jours, parfois 1 mois. Le patient doit être à même de traverser cette épreuve. C'est une épreuve de très longue durée. On ne peut pas espérer qu'un patient de 80 ans ou supérieur à 70 ans avec comorbidité de la traverser. Finalement, on va charger les soignants, on va dépenser beaucoup d'argent et le patient va mourir dans la souffrance de toute la famille. Donc, le constat, dans l'expérience, pas de survivant après l'âge supérieur à 80 ans. La réanimation, c'est le juste soin pour le juste patient. Donc, il faut faire attention de ne pas intuber tout le monde. Chez ce patient, il faut au moins 14 jours, il faut qu'il les tolère. Ce n'est pas tout le monde qui va les tolérer. Il faut insister sur les jeunes. Pas de dogme, mais utilisation raisonnée des ressources. J'ai terminé.